Rise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. J'ai passé beaucoup de temps devant la télé, plus jeune. J'étais un téléphage absolu. Ensuite, j'ai passé beaucoup de temps au cinéma, à voir beaucoup de films et surtout à rattraper aussi et à soigner mes lacunes en termes de cinéma d'auteur, parce que j'ai découvert ça très tard. Moi, comme beaucoup de jeunes des quartiers, je suis d'abord allé voir des films populaires. Et puis ensuite, quand on m'a parlé de Piala, de Sautet dans un premier temps, et puis après Cassavetes et tout le nouvel Hollywood, il a fallu que je rattrape tout cela. Donc, ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que ce que j'ai compris, c'est qu'à chaque fois je pense à un plan, quand le chef opérateur me dit où tu veux mettre ta caméra, quelle est ton idée, je sais qu'elle est née quelque part d'une image ou d'un film que j'ai vu. Quant à vous le citer ou à le cibler, j'en serais tout à fait incapable. Mais j'ai conscience que je n'invente rien. Il y a une case, archive dans mon cerveau, qui s'ouvre naturellement et qui me donne cette idée, qui me permet d'avoir cette créativité sur un tournage. Mais voilà, ce paradoxe, c'est celui-là. Je sais que je ne l'ai pas inventé, mais je ne sais pas d'où il vient. Mais en tout cas, vous avez envie de regarder quand même le comédien ou la comédienne. Et parce que vous avez envie de le regarder, vous savez dans quelle position, quelle distance il faut... J'ai toujours remarqué dans vos films en tant que réalisateur que votre caméra était discrète. Et c'est ce qui fait que c'est comme si la caméra était au service de votre histoire. Après, étant moi-même acteur, je crois que j'ai une approche de l'interprétation qui est peut-être différente d'un réalisateur lambda, mais j'accorde finalement pas la même importance à la technique qu'un réalisateur. Vous voyez la différence entre un réalisateur et un metteur en scène. Un réalisateur. Je suis très sensible à la fragilité et à la vulnérabilité d'un acteur. Donc quand vous parlez de caméra discrète, ça me parle assez, je crois. Et puis surtout, je crois que on peut trouver l'essence d'une scène avec les acteurs parce qu'on leur a donné l'occasion de chercher ensemble. De prendre ce temps-là. De prendre ce temps de la réflexion, de la quête et même de s'égarer, de se tromper, même complètement. Le fait de se tromper même complètement, j'ai l'impression que ça peut aboutir à quelque chose d'assez constructif et qui peut justement nous aiguiller vers quelque chose d'inattendu, même d'accidentel, mais tout aussi intéressant. Et quand on a la chance de réunir tous ces éléments-là, là, je crois que la place de la caméra vient s'installer naturellement. Elle vient même s'immiscer. Voilà, j'ai le sentiment, en tout cas, qu'il n'y a pas 36 endroits où elle peut s'installer. Donc sa place, elle devient naturelle. J'ai cru comprendre que ce film, Les Miens, est tiré de choses qui vous est très proches, en tout cas. J'avais assisté à la projection de 16 heures et vous parliez, donc vous évoquiez votre frère. Et dans ces moments-là, comment fait-on pour que le film puisse parler à tout le monde, c'est-à-dire mettre de côté des choses qui sont extrêmement proches, donc l'émotion, et faire en sorte que ce film parle à tout le monde? Ouais. Alors, très honnêtement, pour faire en sorte qu'un film puisse parler à tout le monde, c'est pas une question que je me pose. J'essaie d'être, en tout cas avec ce projet-là, pour parler de celui-ci précisément, j'essaie d'être le plus sincère possible. C'est une vraie mise à nu pour moi, ce film. C'est-à-dire que je prends la décision, je franchis le Rubicon en me disant, voilà, je vais raconter quelque chose d'intime, peut-être même d'impudique. Je vais raconter ma famille, parce que j'estime qu'elle est digne d'être racontée. Et à partir du moment où je prends cette décision, je m'attache les services de Maïwenn, indépendamment de son talent. Ce qui m'intéresse aussi chez elle, c'est sa distance et l'affect qu'elle a avec les personnages, ou plutôt le manque d'affect que moi j'ai et qu'elle n'a pas avec nos modèles. Nos modèles, c'est mon entourage. Et elle est très factuelle. Elle n'est pas en train de se dire qu'est-ce que c'est touchant, qu'est-ce que c'est beau. C'est est-ce que c'est intéressant pour notre narration, pour notre fiction. Donc cette distance-là qui peut paraître même pas parfois un peu brutale pour moi,
mais elle est nécessaire, puisque ce qui nous intéresse, c'est pas une histoire qui me ferait plaisir, mais c'est d'en soustraire la sève afin de constituer ce qu'on pense être un script ou un scénario. Donc c'est ce savant mélange-là de mon récit, de ce que j'ai vu avec mes yeux, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai subi parfois, et de passer ça finalement dans un mixeur et d'en extraire uniquement voilà, un récit avec la partie organique et charnelle que peut apporter Maïwenn dans l'écriture. Il y a une continuité logique aussi avec le fait, parce que vous êtes acteur, et les acteurs ont besoin d'être regardés par les cinéastes. C'est très important, sinon il n'y a pas de film. Et en même temps, votre film parle de ça, du regard, constamment. Jusqu'à même, il y avait un critique de cinéma, Serge Danet, qui, quand il parlait de Patrick Poivre d'Arvor, il disait, c'est pas à moi qu'il s'adresse quand il parle des informations, il parle à son patron. Et vous, est-ce que votre personnage, pardon, est-ce que vous vous rendez compte que votre famille vous regarde? Il y a même de là aussi que je trouve ça intéressant. Bien sûr. Mon métier, mon statut. Votre famille dans le film, hein, pardon. Oui. Mais alors, le métier du personnage et son statut transforme, réforme même le regard initial ou original qu'il avait auparavant sur ce frère-là, qui symbolise la réussite. Et ce regard-là, je ne suis pas sûr qu'il soit, comment dire, je ne suis pas sûr qu'il permette à mon personnage de le faire grandir. Quelque part même, ça devient même un réel handicap. Parce que ça le désigne. Ça le désigne et ça l'essentialise. Celui qui a réussi. Et en plus, le personnage, à ce moment-là, a la faiblesse de s'en contenter. Donc, c'est là où, après, il y a un parallèle entre l'accident du frère et lui, qui est finalement, pour moi, le vrai handicapé. En plus, c'est intéressant parce que dans ce film-là, on parle beaucoup du handicap invisible. Et là, pour le personnage de Riyad que j'interprète, on est en plein dedans. Le handicap invisible, c'est ça. C'est celui d'être dénué de toute forme d'écoute, de soutien ou de regard, justement, puisque vous l'évoquez, afin d'être totalement centré sur soi-même. C'est quelque chose de très... auquel on est tous côtoyés. On voit ça beaucoup autour de nous, de gens auto-centrés. Moi-même, je le suis, puisque là, je vous parle de moi, et que quelque part, là, je consacre 15-20 minutes à moi, à mon travail. Donc, je suis auto-centré. Et le tout, c'est d'en être conscient. Mais je ne sais plus comment je suis arrivé à ce thème-là, mais c'est ce que raconte le film aussi. Sur cette façon, aujourd'hui, qu'on a d'être rentré dans l'ère de l'individualisme, aidé en cela par les nouveaux outils qui sont en notre possession. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas de votre faute si vous êtes là à me parler. C'est un peu de votre faute. Il ne s'agit pas de rejeter la faute. Non, mais ce que je veux dire, c'est d'être factuel. C'est un peu de votre faute parce que vous avez fait ce film dans lequel je m'identifie. Et j'ai moi aussi regardé ce film-là qui m'a regardé. Et donc, c'est aussi normal que vous soyez là. Par exemple, c'est pas anodin que vous jouiez un personnage qui baigne dans les images et qui n'est même pas fichu finalement de redéfinir le sens des images. Et je trouve que le personnage Moussa joué extraordinairement par Samy Bouajila, mais c'est un pléonasme de dire ça, j'ai l'impression que c'est l'un des rares personnes réellement à regarder le monde. Et vous n'arrivez même pas à le regarder, votre personnage, alors que vous êtes censé nous donner un état des lieux du monde, pour le coup sportif. Et je trouve que c'est pas anodin, j'imagine. Là, vous évoquez la partie inconsciente de mon travail. D'accord. Donc, quand je vous écoute, je découvre quelque chose qui me parle. Je vois très bien ce que vous évoquez, mais c'est pas quelque chose que je maîtrise. C'est-à-dire qu'à travers ce procédé qui consiste à se raconter avec la plus grande authenticité, si tant est qu'on puisse la mesurer, révèle des choses de sa personnalité et de son travail, et de son parcours, que je ne soupçonnais pas. Donc ce que vous évoquez là, on est en plein dedans, on est dans ce contexte-là. Et je vous écoute, je vous entends, et je dis, ah mais il a raison, mais je ne m'en étais pas rendu compte.
Vous voyez, on est un peu, vous savez, il y a un type que j'adore pour ça, c'est Philippe Rouillet, vous voyez, quoi. Quand il fait des démonstrations. Il dit là, le metteur en scène avec la caméra qui panote et à l'arrière-plan, on voit cette colline qui symbolise la femme dans toute sa textualité. Et je me dis, c'est la vision de Philippe Rouillet. Et je suis sûr que le metteur en scène qui entend cette explication de plan de Philippe Rouillet, il est fasciné et en même temps il dit ah, mais c'est dingue ce qu'il raconte, il a raison, mais j'en étais pas conscient. Et j'adore ça. Et quand il y a des critiques qui font des analyses un peu poussées, comme vous venez de le faire, ou comme Rouillet le fait très bien, on découvre une facette de son travail. Et nous, ça nous fait grandir. Parce qu'on dit, ah ouais, il racontait un truc là, ouais. Je ne l'avais pas vu. C'est la face cachée de l'iceberg. La face cachée que, après, sans rentrer dans une explication schizophrénique, on a l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre et que je découvre avec vous de qui vous parlez. Et en fait, on est en train de parler de moi. Bon, là on est en train de les perdre. Oui, mais attendez, quand même, il y a quand même aussi... Moi, j'essaie toujours de rester sur ce que le film me propose. Et le film me montre quand même, dès le début, le personnage joué par Samy Bouajila. Et la fin, il crée l'action et il crée aussi l'action de la séquence finale. Et j'ai l'impression que, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et je me dis, vous avez construit le rythme du film au gré des mouvements de Moussa ? La séquence finale, elle n'existe même pas dans le scénario. C'est quelque chose qui est né sur le plateau. Je ne vais pas la nommer parce que sinon je... Non, surtout pas. Mais c'est ça qui est formidable dans cette méthode. C'est-à-dire que dans la façon dont j'ai élaboré ma mise en scène, il y a une place pour l'imprévu et l'instinctif. Parce que cette scène, le film tel qu'il se termine, c'est une scène qui est née de mon instinct. De mon instinct et surtout nourrie de toutes les semaines traversées ensemble avec mon équipe et mes acteurs. Parce que la scène en question, la scène de fin du film se déroule le dernier jour de tournage. Et donc, cette fameuse fin que je n'ai jamais réussi à trouver dans la première phase d'écriture avec Maïwenn, dans la deuxième phase d'écriture où j'étais seul, et notamment sur le plateau ensuite, où je procrastinais sans cesse en disant « demain je trouverai la fin, demain je trouverai la fin ». Je l'ai trouvé le jour J, parce que d'un coup, il y avait quelque chose de généreux, de vivant de la part des acteurs, et donc c'est comme ça qu'est née cette idée. Mais je n'aurais jamais pu la trouver assis sur mon bureau à pérorer avec Maïwenn. Vous connaissez très bien Samy Bouajila parce qu'on vous a vu dans des films dans lesquels vous jouiez ensemble. C'est très beau cette déclaration d'amour entre parenthèses à votre acteur Samy Bouajila. C'est juste impressionnant. Il y a comme ça un moment dans le film, il y a une séquence incroyable, d'ailleurs qui pourrait peut-être donner même un deuxième film, je pense. C'est la séquence où vous lui dites « Allez bien, on va en Normandie Ouais. ». Alors à ce moment-là, je me dis « Mais j'ai envie de croire que c'était improvisé. J'ai envie de croire et me dire, tiens, peut-être qu'il y a ça. » Ce que je peux vous dire, en tout cas sur cette scène-là, et toute la scène, toutes les séquences qui se passent en Normandie, sont tournées quasiment 1 an après le tournage. J'ai monté mon film, et ensuite j'ai tourné ces scènes. Ce qui est un luxe incroyable, de pouvoir tourner des séquences plusieurs mois après le tournage à proprement parler. Et ça a été pensé comme ça parce que d'abord, quand je tourne mon film, on est encore dans un confinement partiel. Les restaurants, les hôtels, les terrasses, tout est fermé. Donc je ne peux pas faire de plan extérieur. Et donc, j'ai besoin à un moment de cette respiration, de ces deux personnages qui se retrouvent enfin. Les rôles prescrits sont interchangés. Et je peux écrire ce texte entre les deux personnages parce que j'ai pu monter mon film et que je connais à peu près la ligne directrice de nos deux personnages et leur façon d'évoluer. Donc ça, c'est une chance incroyable. Donc ça me fait réfléchir aujourd'hui sur la façon prochaine, de refaire un film. Est-ce qu'on peut pas s'autoriser systématiquement à tourner quelques scènes? Je crois que Woody Allen le fait. Je crois que Jacques Audiard le fait aussi. De se garder toujours une semaine supplémentaire après montage. Alors là, moi, c'était pour rajouter une scène. Parfois, c'est juste pour en refaire. Parce que on peut corriger ses erreurs. On est
c'est une quête, un tournage. C'est une réflexion avec ce que ça comporte de direction mauvaise, de mauvaises décisions aussi parfois. Parce que la décision d'aujourd'hui n'est peut-être pas celle c'est celle de demain, donc c'est toujours très compliqué. Mais voilà, ce moment-là entre les deux frères, pour moi, c'est pas très modeste ce que je vais dire, mais qui est sans doute le moment le plus intéressant et le plus fort du film, c'est des scènes que j'ai écrites, pour le coup, là, tout seul dans mon coin, plusieurs mois après le tournage. Vous avez ce luxe aussi, c'était je ne sais plus quel cinéaste qui parlait de ça, de l'instantanéité du présent, se permettre, quand on voit qu'on fait fausse route, de tout arrêter, de penser, de repenser la chose, et puis ensuite de repartir comme si de rien n'était. J'ai l'impression qu'avec cette séquence-là, malgré le fait qu'il y avait aussi le confinement, tout ça, qui a fait que, j'ai l'impression qu'il y a eu cette situation-là. Il y a évidemment, mais ça, je l'associe à l'expérience. C'est-à-dire que quand on fait ses premiers films, on est dans une espèce de mauvaise énergie où on veut absolument faire croire à son équipe, et surtout à la partie production du film, qu'on assure. On sait exactement ce qu'on va faire. J'ai tous mes plans en tête. Je sais où la caméra doit se poser. Tout est en place, vous inquiétez pas, on ne dépassera pas. Et personne ne vous demande ça. Personne ne vous demande d'avoir ces fausses certitudes. C'est quelque chose que je me suis imposé parce que forcément, d'abord comme acteur, mais surtout comme metteur en scène, on a le syndrome de l'imposteur, évidemment. Donc, on a cette volonté de rendre une belle copie. Et en réalité, elle n'est pas si belle parce que justement, vous ne devez pas autoriser ce moment dont vous parlez, que je m'autorise aujourd'hui, de dire stop, 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 stop. Je suis paumé. C'est un luxe, ça aussi, mais c'est un luxe qui n'est pas gratuit. C'est-à-dire que j'avais pensé à une chose, je vous ai emmené dans une direction, et je m'aperçois à quel point elle est fausse. 15 minutes, on arrête, vous réfléchissez. Et là, vous faites participer tous les chefs de poste à votre réflexion. Parce que je crois qu'un chef opérateur, un chef machinot, un chef électro, une script a son mot à dire. S'il est partie intégrante, et c'est surtout totalement investi dans ce film, tout le monde a son mot à dire. Et là, vous écoutez les idées des uns et des autres. Et parfois, la réponse, vous allez la trouver chez l'acteur. Parfois, vous allez la trouver ça peut arriver chez la maquilleuse, qui est là à regarder le film, elle a que ça à faire. Et d'un coup, il dit, moi j'ai une idée. Il faut leur donner cette chance-là d'intervenir. Il y a du déchet, évidemment, il faut l'accepter. Il y a du déchet. Mais vous-même, vous avez du déchet dans vos idées, dans vos points de vue, dans vos propositions. Mais si vous réunissez ces forces-là, d'un coup, il y a quelque chose qui n'est. Mais voilà, c'est quelque chose que je m'autorise depuis peu, de dire stop. Franchement, là, je suis nul. Je vous fais faire quelque chose qui n'est pas juste, qui ne correspond pas au film que je veux faire. C'est une chose que je m'interdisais de faire avant, et surtout, je m'enfonçais dans cette route que je prenais sans oser faire demi-tour. Et donc, du coup, à la fin, je tapais dans le mur, quoi. Vous aviez envie de le finir, ce tournage? Oui, parce que j'adore finir un tournage. Pour moi, c'est même une bonne nouvelle. C'est-à-dire que plus le moment est beau, plus la fin l'est d'autant plus. C'est un vrai pari de faire un film. On peut avoir une idée, la penser, l'écrire. Déjà, le fait que d'un coup, ça prenne forme, que ça devienne concret, qu'on le réalise. Et pour moi, j'ai toujours cette crainte-là de dire, est-ce qu'on va aller au bout? Je ne sais pas pourquoi. J'ai un truc peut-être qui est lié à mon enfance, peut-être à mon éducation. J'ai toujours cette peur-là de dire, il y a quelque chose qui va m'empêcher d'atteindre un aboutissement. Donc, ouais, quand je termine, pour moi, je prends ça comme une belle nouvelle. Le film dure 1h30, et dans ces 90 minutes, enfin même un peu moins, je crois. Ouais, bref, peu importe. Ouais. En tout cas, il est assez court, j'ai l'impression. Mais il y a quand même cette façon de faire exister tous les personnages, voire même aussi différentes générations qui se parlent, qui se dialoguent, avec toujours ce rapport à l'image aussi très fort. Et c'est de la cuisine interne, mais je suis très curieux. Comment on fait pour faire en sorte que tous ces personnages puissent exister sur 90 minutes? D'abord, la matière finale que je possède, elle est très riche. C'est-à-dire que mon film fait un peu moins d'1h30, 1h25, je crois, ou 26, bon, bref. On va pas mégoter. Mais
Le film, dans sa durée utile, dure 4h30. Donc, c'est pour ça que je vous dis la matière... J'aimerais bien le voir celui-là. Pardon ? J'aimerais bien voir cette version. Mais il y a du déchet, évidemment. Mais je pense qu'une version de 2h30 est tout à fait envisageable. Parce que j'ai jeté quelques scènes qui sont des pépites. Hein. Mais j'ai moins de dilemme à supprimer une séquence du film. Et c'est-à-dire que je crois aussi que dans le protocole qui consiste à couper des scènes d'un film, je me sens mieux avec ça. C'est-à-dire que j'arrive à faire le distinguo entre la scène qui me fait plaisir, parce que d'abord, je vois le mal que je me suis donné à la constituer, et deux, parfois, de dire, putain, il est tellement bien l'acteur. Non. Le film choisit ces scènes. C'est le film qui les choisit. Et je crois être arrivé à cette durée parce que j'ai voulu, à un moment, aussi soustraire la quintessence du film. Et c'est ça, c'est le film que vous avez vu. Et là, encore une fois, c'est des décisions que je prends collectivement. J'ai un entourage, j'ai une équipe autour de moi, une équipe de confiance autour de Why Not Productions, Pascal Cocheteux. Et c'est des décisions que je prends. Voilà, j'ai des convictions, évidemment. Je sais ce que je veux garder, je sais aussi ce qui me semble pas nécessaire, mais j'ai pas de certitude. Et en cela, j'ai besoin d'être accompagné. Et c'est des décisions qui sont prises avec des gens qui m'accompagnent et qui voient l'évolution du film. Et voilà, je les écoute, je les entends. Et à partir de différents retours, différents commentaires, j'arrive à prendre des décisions. Dernière question. Dans le film, il y a un acteur qu'on n'a pas l'habitude de voir en tant qu'acteur, c'est Rachid Bouchareb. En plus, il joue le rôle de votre frère, si je ne me trompe pas. C'est encore plus fort. Ouais. Ça aurait pu être le père ou non, c'est le frère. C'est un cinéaste et vous avez joué souvent sous sa direction. Ouais. C'est important aussi cette idée de famille, de cinéma. On regarde un peu dans la même direction au niveau du cinéma. C'est important pour vous? Mais là encore, c'est une idée qui est née de façon spontanée. C'est un déjeuner et d'un coup je me dis, Rachid Bouchareb, acceptes-tu de jouer mon grand frère? Et là je suis confronté à une fin de non-recevoir de sa part. Je ne suis pas acteur, je vais te saboter ton film, il n'y a pas question. Et c'est quelqu'un de très discret, Rachid. Et c'est pour ça aussi qu'il me fait penser à mon frère aîné, parce que je lui dis, mais mon frère aîné, et c'est là où tu vas pouvoir participer à ce film et en être un des interprètes, c'est que quelqu'un qui s'exprime très peu, voire pas. Quelqu'un qui est dans l'écoute tout le temps et qui donne quasiment jamais son point de vue. J'arrive à le convaincre avec cet aspect du personnage. Et il finit par accepter et finalement il se prend au jeu et il apporte finalement un personnage beaucoup plus haut en couleur, beaucoup plus actif, beaucoup plus impliqué. Et ça, c'est son initiative. Moi, j'assiste à ça. Et je vois bien que l'idée qu'il me propose est plus riche et plus intéressante que mon idée originale. Et donc j'achète. Et lui-même se découvre le plaisir de jouer. Et je crois, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure d'ailleurs, très intéressant, que le fait d'avoir joué, il ne dirigera plus maintenant de la même façon. C'est intéressant. Mais il a un potentiel comique énorme. Parce que il a un jeu qui n'est pas... j'aime beaucoup ça. Il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et donc, il n'y a pas une forme de connivence dans son jeu. C'est-à-dire, je sais qu'à quel moment je suis drôle, je sais à quel moment je le suis moins, je sais à quel moment je dois envoyer du bois. Il est dans le lâcher-prise, ce qu'il a eu spontanément, là aussi. Et du coup, il n'a pas conscience de ce qui émane de son travail. Et ça aussi, c'est quelque chose qui chez lui, me bouleverse. That's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.